Ça a frappé personne apparemment, tu vois. Enfin, il faut dire que c'est vraiment perdu. Moi j'ai pas mal investi là-dedans, donc c'est pas excessif, mais ouais, ça fait aussi de la peine de voir ça. Donc je les attrapés dans un coin de bureau, tiens, la convention 80, j'ai encore une vieille convention que j'avais quand je suis arrivé de l'IMT, avec une vieille calligraphie de machine Picard des années 66, je dis, tu la prends par cœur, la matin je t'interroge dessus. Ouais. Et alors, bon, il y a ces problèmes de déontologie, mais t'en as vu d'autres, des problèmes de déontologie avec des collègues qui glissaient un peu, quoi. Ah, oui, ça, malheureusement, il y a toujours des gens qui glissent, si tu veux. Bon, c'est un peu, on va dire, c'est un peu comme les trains qui arrivent à l'heure ou qui n'arrivent pas à l'heure. La majorité des gens ne glissent pas. Bon, après, oui, évidemment, la communauté humaine, tu sais, elle est faite d'hommes et de femmes. Et donc il n'est pas à l'abri. Il n'est pas à l'abri des bêtises aussi, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est arrivé des gens qui ont fait des bêtises. Alors, parfois, peut-être même par manque de réflexion sur certaines choses. Enfin, je pense souvent, tu sais, les gens tout bêtes. Oh, mais comment ce type il a pris tenez la lettre de votre patron, moi, je ne pourrais pas réfléchir 2 secondes en disant non, ça je ne m'en mets pas, je vais faire la même chose, je vais écrire. J'ai fait la même chose, j'ai avoué la même chose, mais je me mets à l'abri de la critique ou de l'attaque. Alors, explique là, parce que tu es un peu inexplicite. Bien. Je me dis que des fois, je me disais, les gens n'ont pas suffisamment réfléchi ou ils n'ont pas eu les moyens de la réflexion, mais je me souviens du cas d'un collègue qui avait donné la lettre de l'employeur directement au salarié, voilà ce que répond votre employeur, machin, et qui s'est ramassé une saisine pour, enfin une plainte pour violation de la convention de réponse privée, je crois. Et donc je me souvenais de ça, et il y a longtemps, et je me disais, mais c'est bête, moi je veux donner ça au gars parce que pour lui c'est important. Hein, il va aller faire son procès pour dommage, c'est intéressant qu'il ait la réponse avec sa lettre. Mais si je veux aboutir à ça, il est plus simple que je ne lui donne pas le courrier en tant que tel, parce que je vais lui mettre à l'abri comme ça. Et je lui transmets la même information sous une autre forme, je lui réponds lui. Et je dis aux gens, écrivez-moi, et je vais vous répondre. Et dans ma réponse, je vais mettre la même chose que là. Mais je ne serai pas critiquable parce que j'aurai déjà la correspondance privée. Tu comprends? Et donc, c'est un exemple tout bête par rapport à beaucoup de choses où je me dis, prends le cas de choses qu'on ne peut pas facilement divulguer. Je peux le dire devant la caméra. Il m'est arrivé de recevoir des lettres anonymes. Oui. Voilà. Donc, je reçois une lettre anonyme, je travaille avec ça. Après, il ne me reste plus qu'à le faire valider. Tu as quelque chose, tu peux valider, comme étant réel, comme étant vrai. Mais je l'aide, et ça ne m'oblige pas, si tu veux, à dire, j'ai reçu ça, regardez, il y a un patron qui essaie de faire la part. Parce que là, tu t'es fait aligner, machin, un truc, ou tu as dévoilé quelque chose d'anormal, etc., machin, ou t'as recelé, je ne sais pas quoi, machin. Donc, moi, je reçois une lettre anonyme, et puis voilà. Donc tu te sers des lettres anonymes. Par exemple. Mais nous avons des collègues qui refusent même d'ouvrir, enfin de lire la lettre anonyme. Ça a fait l'objet. Et même il y a des secrétariats qui jettent directement la lettre anonyme dans la poubelle. Absolument. Ça a fait l'objet, ça, je me souviens, d'une grosse discussion lorsqu'on avait rédigé les premiers principes de déontologie. Pas le code de déontologie, les premiers principes, c'est un peu différent. Ça avait fait une grosse discussion en disant qu'est-ce qu'on met pour les collègues, un petit peu dans le bas de mécom qu'on leur fait pour qu'ils aient des repères. Et tu avais effectivement des gens qui disaient non, moi, d'office à la poubelle. Et tu avais une partie des gens qui disaient non, moi je reste quand même un petit peu, parce que les salariés ne savent pas forcément tous qu'on ne dévoile jamais les plaintes. Et donc certains peuvent écrire des choses intelligentes si tu veux, mais en ne voulant pas se faire prendre, machin, etc. Et des choses qui sont du travail. Et donc si on jette tout, on va peut-être jeter des choses intéressantes. Alors que la plupart du temps, effectivement, ce qu'on porte les lettres anonymes, c'est parfois des bizarreries. Hein. Mon voisin, je l'aime pas, et puis il m'a créma, tu vois. Mais là-dedans, tu vois, il y avait une deuxième partie de gens qui pensaient, et j'en faisais partie, qu'il ne fallait pas tout jeter. Qu'il fallait avoir un peu de discernement, parce que dedans, tu pouvais peut-être trouver des choses, et je les trouve, hein, des fois, des gens. Et ça tenait au fait qu'on n'est pas encore convaincant, tous les salariés, tous les gens qui nous écrivent ne sont pas convaincus du fait qu'on ne dévoile jamais une plainte.
Et quand on fait des bêtises et qu'on dévoile les plans de machin, on se casse la baraque par rapport à ça. Parce que les gens, ils ne nous écriraient pas anonymement sinon. Ou ils ne nous écriraient pas en disant en vertu de l'article 15, je vous demande de ne pas dévoiler mon nom employeur. Donc, quelque part, là aussi, si la performance était meilleure en termes de la grande muette, par rapport à la plainte, on aurait peut-être moins d'être anonyme. Mais sinon, il y a une partie d'être anonyme, c'est les salariés qui envoient ça, et qui ont la truc, qu'on ne dise pas leur nom, comme machin, le truc. Alors après, ils ont leur subjectivité qui peut intervenir aussi, tu vois, mais dans beaucoup de cas, tu trouves des choses à l'intérieur qui peuvent être, qui disent quelque chose qui ne va pas bien sur le plan du contrat de travail, enfin du contrat de travail, sur le plan du droit du travail et sur l'ordre public. C'est que ça m'intéresse, moi. C'est pas qu'ils ne soient pas contents. Hein. Ouais. Oui, mais quelquefois aussi, on peut avoir des lettres piégées, quoi. Oui, du concurrent. Le concurrent, oui. celui qui est en instance de divorce, qui dénonce sa femme, Bien enfin... sûr, bien sûr. Bon. Mon mari boucher qui se met en position d'impayé, de ne pas pouvoir payer parce qu'il me donne son alimentaire. Oui, bien sûr. Ça, c'est ce qui est justifié pour beaucoup de collègues, je le comprends, de dire je vais à la poubelle, c'est les là. Et là même, lorsque c'est le boucher qui ne paye pas la pension alimentaire, tu sais qui c'est Mme Tartampion qui dit, hein, donc c'est même pas anonyme, hein, c'est des choses qui sortent plus, qui ne sont plus dans notre domaine. Hein, et souvent l'être anonyme se confond avec ça. Ah oui, mais comment tu fais là? Ah non, là, je laisse tomber. Bah... Non, je laisse tomber. Non, mais quand il te justifie parce que la pension alimentaire n'est pas payée, c'est clair, mais quelquefois... il ne paye pas ses salariés, et puis c'est... Non, mais si je suis en train de me dire, regardez, ma pension alimentaire n'est pas payée, et en fait, il travaille au noir, comme on dit. Il travaille au noir dans l'entreprise, machin, etc. Ça m'est arrivé de me dire, je vais quand même vérifier qu'il travaille au noir ou pas. Ça, c'est mon domaine. Après, c'est temps, on ne peut pas le savoir. Et donc d'aller vérifier si on a effectivement le boucher qui est déclaré ou pas déclaré en tant que tel. Le vendeur de poissons à la marée, hein, j'en ai coursé une fois. Il faut que tu saches que les gens... et c'était pas une plainte de son épouse qui divorçait, c'était une plainte de l'entreprise concurrente, je pense, si je me souviens bien. Il faut que tu saches que les vendeurs de poissons à la marée gagnaient leur vie, ils gagnent certainement encore aujourd'hui, très bien leur vie. Et un vendeur moyen à la marée gagnait le double de mon salaire à l'époque. Bon. Et il y en a une fois qui s'est mis, qui est allé voir un concurrent et qui l'a employé au noir. Alors comme c'est un petit monde, ça finit par se savoir, machin travaillait pour machin, donc il piquait la clientèle, il l'a amené là-bas, etc. Et son employeur, je pense que c'est lui, parce que je ne crois pas qui c'est qui aurait fait, il m'a dit, il est là-bas et il perçoit des ascétiques comme il à l'époque. Donc quelqu'un qui gagnait bien sa vie et qui était en train de faire du travail au noir en percevant les ascétiques, le travail au noir, c'était mon affaire. Enfin, on disait, c'est ce que disaient les gens, hein. C'était du travail clandestin, on dissimulait, on dit, non. Donc celui-là, je l'ai attrapé. Et à l'inverse, ça m'est arrivé de trouver un réviste en train de faire une pige, celui-là, j'ai rien fait. Mais ça, c'est la plainte, voilà, méchantement. Après, tu peux avoir des plaintes plus dégueulasses que ça, le concurrent. Le concurrent qui te dit, oh, il n'écrit pas, il est écrit chez machin, il y a 70 mecs qui mangent tout. Et je me suis fait avoir des fois comme ça, en disant, c'est trop gros. Alors après, tu finis avec l'ancienneté, pas bien détecter les choses, tu vois. Quand tu fais un tableau un peu trop grand, tu vois, machin, un truc, c'est pas vrai, tu vois. Et donc, si tu veux, là, je jette un coup d'œil, je vois, c'est pas vrai. Mais enfin, moi, je me suis jamais résolu à tout jeter. Là-dedans, je piochais un peu ce qui pouvait m'intéresser, ce qui machin, ce qui tout. Et pas tout jeter, parce que des fois, c'était des choses qui étaient vraiment ce qu'on aurait dû m'écrire. Mais avec le nom, en disant, monsieur, voilà, je suis monsieur machin, entreprise machin, tu vois. Plutôt que de me dire, on fait 50 heures, en fait, il m'a payé 35, parce que machin. Et anonyme. Tu cherches des informations, oui. Systématiquement, oui. partout, oui. par les salariés, par les courriers. Oui, tout. Moi, je cherche de l'information parce que c'est un peu... C'est ça qui te nourrit. Ça, c'est même par rapport au... tu agis par rapport à ça. Donc, tu vas la chercher, où elle vient, et tu... Moi, je prends tout ça, puis après, avec ça, je me dis, il y a tel problème important, tel important, tel... Et c'est un peu comme tu utilises aussi les indices, les salariés sont mes indices, d'une certaine façon. Et ça, c'est par rapport à ce que pouvait dire à l'époque
le policier videur, qui disait une police sans yeux est une police aveugle. Donc, moi, il me faut des yeux, il faut que je vois le truc, il faut que j'ai l'information, que je traite tout ça. Et ça, des fois, je ne vois rien, parce que c'est merdique, fait par le concurrent, ou par le voisin qui n'est pas content du bruit du garage. Et ça, je comprends que beaucoup de collègues disent, je ne pas, je vois le truc, je jette ça. Mais il y a une partie là-dedans où tu peux ramasser des choses. Ça peut donner des idées. Et ça, oui, je prends toujours. Mon bureau était toujours plein de petits bouts de papier. Parce que c'est ça, je ramassais un peu avant que je... Ouais. Bien. Alors, la réglementation avance sur certains points, recule sur beaucoup d'autres. Exemple sur... alors, elle avance sur les produits chimiques, quand même. Hein, il n'y avait pas grand-chose à une époque. Oui, et en 2005, je ne sais plus. Dans ces eaux-là, oui. Il y a enfin un décret chimie qui vient d'ailleurs de l'Europe. Hein, c'est une directive européenne. Ouais. Et donc, ça change les choses là où tu es? Ou tu n'es pas du tout dans un secteur... Non, j'ai pas beaucoup à travailler le chimie. C'était plutôt le biologique, parfois tu réagis avec la bouffe. Mais alors ça, c'est aussi une réglementation tardive. Oui, le biologique tardivement. Et donc de façon très ponctuelle, parce que c'est une crise. Et en plus, c'est une réglementation relativement simple. Oui, oui, oui. Et c'est, si tu veux, plus par rapport à des choses assez précises, parce que c'était la crise, tu sais, la grippe aviaire, les poulets, les volailles, des choses comme ça. Et donc, vous voyez un petit peu ce qui se passait pour les gens autour, on ne savait pas trop. Mais non, le chimique, non, en tant que tel, non, j'ai eu très peu à traiter, parce que c'est pas dans mon secteur. Comme par exemple, ce qui était une machine au sens pur, j'avais un créneau très, très, très étroit, si tu veux, qui était les machines alimentaires, tu vois, de quoi faire des steaks, de hacher, de faire des bars, des choses comme ça. Donc c'était un créneau assez fermé. Et le biologique, non, le chimique, mais ça ne m'a pas empêché de voir ce que tu disais juste, c'est que mes cahiers d'IMT, on m'avait parlé de chimie déjà à l'IMT, en 86, mais quand je regarde mes cahiers de chimie de l'époque, ce qu'on apprenait à l'époque, et ce qui existe aujourd'hui, il n'y a pas de commune comparaison. C'est vrai qu'entre-temps, ça s'est étoffé, ça s'est agrandi, on a créé les fusils à deux coups pour arrêter les travaux, etc. Non, c'est quelque chose qui est devenu, l'outillage est devenu quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important. Mais j'ai pas eu à le pratiquer en tant que tel à cause de mon secteur. Alors sur le risque bio, c'était un peu ton secteur. Oui, ponctuellement, sur des crises un peu, parce que tu as vu la vache folle, l'ESB, si je me souviens bien. Qu'est-ce que j'avais encore là? La H1N1, c'est la vache folle. La grippe aviaire. Grippe aviaire. Aussi, il doit y avoir 2-3 autres. Et dans ces cas-là. Et puis il y a le Covid. En français, oui, après il y a le Covid plus tard, mais le Covid, j'avais plus l'orangis quand il est arrivé. Donc c'est essentiellement ça, et dans ces cas-là, je courais toujours. Alors, à l'époque, le plus simple était, parce que c'est aussi une facilité, on l'évoquait aussi, je crois, autrefois. C'est en secteur, c'est une ville, c'est épars, c'est machin. Alors Rungis, c'est pas ça du tout, donc ça facilite beaucoup les choses. C'est par groupement, par pavillon, par activité, et donc c'est pas très compliqué de se dire où est-ce qu'il y a des risques pour les pavillons, où il faut voir les plumes, où est-ce qu'il y a des plumes. C'était le docteur Sandra qui me disait ça, il me dit, pourquoi on cherche les plumes? Et donc tu sais que c'est pas bien de la volaille, que tu es en train de cette heure. Attends. Et donc tu vas directement là-bas. Moi j'ai emmené une équipe. Il y avait la DAS, il y avait notre médecin inspecteur régional, Sandré, il y avait l'ingénieur de prévention de l'ADR à l'époque, je ne sais plus, toute une équipe pluridisciplinaire, je veux dire, tout au début de la grippe aviaire, à 3h du matin, faire le tour justement des endroits pour qu'ils se rendent compte de comment ça allait marcher, pour voir si on devait tirer les conséquences. Donc c'était ça, sur un secteur très particulier qui est Rungis, si tu veux. Si j'avais eu 3-4 entreprises éparses avec des problématiques biologiques, ça aurait peut-être posé des questions un peu différentes. Mais sur Rungis, c'était facile parce qu'on pouvait grouper et les gens, tu vois, et les lieux, et aller, tu veux, faire des choses un peu collectives, pour ne pas se perdre sur des lieux. Et c'est toi qui les avais coordonnés, je suppose. Oui, parce que c'est moi qui étais sur place, sur le lieu, et Rungis, en plus, c'est un lieu compliqué à connaître, si tu veux.
Donc les gens, la plupart du temps, se référaient à ce que moi je pouvais conduire. Et c'est même moi qui les conduisais, ils disaient, on va être en endroit plus théorique. Pour qu'ils voient un petit peu, qu'ils puissent faire une bonne analyse technique, si je puis dire, de ce qu'on pouvait attendre ou pas de ces problèmes-là. T'avais pas d'abattoir dans ton coin? Non, il n'y avait pas d'abattage. Non, mais pas aux mines. Parce que là, Oui, non, pas d'abattoir. il n'y a pas d'abattage. Il y a de la découpe, c'est de la transformation. Ce que vous pouvez avoir, c'est de la découpe. Les chaînes de porc, le porc arrive d'un côté, et puis sur l'autre côté au jambon. Entre deux, il y a une chaîne de mecs avec le tapis convoyeur qui coupe, qui mange avec la scie. Et ça, c'était dans le mine, ça? C'était dans le mine, ça. D'accord. Ah bon. Dans le porc. Il y a de la découpe. Et la découpe, enfin, ce qu'on appelle un peu du façonnage, quoi. Et là-dedans, tu avais à une époque des Crandall, j'ai cité tout à l'heure, a beaucoup travaillé là-dessus, des marchandeurs, enfin des gens qui venaient faire des tâcherons sur la viande, sur le cochon. Et il y avait un travail important, il avait bien travaillé à l'époque. Mais c'était à peu près le seul endroit où tu avais du travail, où on pouvait se blesser, où c'était compliqué, où il y avait du sang, où il y avait une cadence, il y avait la ligne. Oui, c'était un travail à la chaîne. C'est un travail à la chaîne, ça. C'est un travail à la chaîne. Mais avec des unités de production de combien de salariés à peu près? Oh, ça montait à 50, une cinquantaine, je dirais, pour les plus importantes, 50, 60. Oui, on monte de 60. Et je t'ai dit, j'ai une affaire comme ça, oui. Il fallait que je démontre qu'en fait, mes salariés, sous-traitants. Virgule, mes salariés. Oui, mais. Les miens. Explique-moi le mais. Parce que mon accident du travail, mon CE, mes salariés. C'est sans la possession. Non, c'est ce que je visais, mes salariés. À l'époque. Et donc ces sous-traitants, là, ils étaient à temps partiel. Quand tu dis mais, attends, je t'interromps, c'est que tu les cocoones. Oh oui, parce que c'était des beaux mecs qui se faisaient avoir, donc j'essayais de voir un peu comment je pouvais. Mais enfin, l'affectif, ça ne doit pas intervenir, non. Tu dois être neutre. C'est vrai. Mais là, j'avais la loi pour moi, c'était la loi que je lisais. La loi, mais oui, non, c'était des activités un peu dures, et ils avaient un taulier qui était vraiment, qui les exploitait lentement, c'était des petits maliens, et ils étaient tous à temps partiel. Et donc, j'ai l'idée pour démontrer qu'ils sont à temps complet. C'est un peu compliqué quand ils disaient à l'employeur, vous devez tenir un décompte, à l'employeur. Et j'ai eu l'idée de me dire, mais ils travaillent à la chaîne avec des gens. C'est-à-dire, la sous-traitance en question, comme elle pouvait être qualifiée. Enfin, ils travaillent à la chaîne avec les autres. Les gens dans l'entreprise qui reçoivent, l'utilisateur. Et les autres sont tous, ils ont des cartons de pointage, et ils sont tous à 35 heures. Donc je me dis, si je passe 2-3 fois, et que je vois que ici ma même rythme que les autres, je vais avoir une démonstration assez simple pour montrer que j'ai des heures pas déclarées là-dedans, etc. Et donc je me suis amusé à venir une fois, c'était les 3 heures du soir, et c'était le moment des pauses. Une fois à 3h30, une autre fois, parce que je me dis comme ça, je vois qu'ils s'arrêtent tous en même temps. J'ai même le quart d'heure pour échanger 3 mois avec eux, tu vois, et je vois qu'ils reprennent tous en même temps. Tu vois. Et je prends les noms qui sont autour de la chaîne, et je vais venir vérifier leur carton de pointage à la fin du mois. Et donc je me suis fait des affaires comme ça, si tu veux, voilà. Mais tu vas, c'est la nuit, et puis tu as une affaire à faire. Et c'est dans une activité où les gens sont là, avec la disqueuse, à couper le cochon en deux, toute la nuit, et hop, la disqueuse, et à la soirée, et oui, c'est des métiers. Oui, ça vaut la chaîne d'automobile, hein. Oui, ça vaut enfin, la c'est plus, oui, c'est plus même, parce que tu as toute l'hygiène en plus. Absolument, c'est le et froid. Plus le sang, plus le froid. Le sang, plus le froid. Donc, on découvrait par exemple, l'avantage, c'est Dieu un peu fermé, c'est qu'il n'y avait quasiment qu'un seul centre de médecine historique qui les servait. Donc c'était intéressant parce qu'ils pouvaient observer et faire des analyses sur le long terme sur le système. Ils n'avaient pas de dépêche d'information ou pas d'une information qui arrivait d'ailleurs, c'était le marché. Et je me souviens d'un médecin qui me disait qu'il y avait un nombre de rhumatismes, de problématiques de rhumatisme très importantes après 50 ans, chez les gens qui étaient au froid.
Comme beaucoup de gens comme ça, qui travaillaient toute la journée, quand tu étais à 6-7 degrés pour la conservation de la viande, et toute la journée, tu étais comme ça, la journée ou la nuit. Et une problématique de froid, c'est importante. Pour le sommeil, ça aurait pu être plus grave que ça, parce que les médecins du travail avaient fait une étude sur le marché, et s'apercevaient que c'était pas sans incidence sur la santé des gens, hein, le fait qu'ils travaillent la nuit, mais qu'ils avaient la moindre malchance de travailler à horaires réguliers. Ce qui était moins tuant que tu sais, quand tu travaillais sur les 2 heures cycliques. Mais oui, tout ça était pas simple du point de vue des conditions de travail des gens. Et là, c'était au XXIe siècle. Ah ben, je pense que ça continue là. Oui. T'es parti, mais ça continue, ou ça redouble même Des peut-être. chances de dire que c'est pas mieux beaucoup de choses, oui, c'est vrai. Bon, on revient sur, excuse-moi, mais c'est un peu décousu, mais on revient sur la neutralité. Oui. Puisque tu en as parlé. Pour toi, c'est quoi la neutralité? La neutralité, c'est je suis la loi et point, c'est tout. D'accord. C'est ça, moi, c'est la loi, c'est la loi. Tout ce que je veux, c'est la loi. Bon, donc je ne suis pas en faveur de l'une, en faveur de l'autre, moi, c'est la loi. Après, tu as ta conscience humaine. Donc, il y a des fois où tu vas faire le calcul en disant, mais, bon, là, ça vaut quand même le coup, le petit bonheur de ces machins, de ces gens autour. Ben, tu vas dire, il faut que je me trouve dans le cadre de la loi. Et si je me trouve dans le cadre de la loi, j'y vais. Je passe le temps qu'il faut, mais tu vois, ils auront leur prime, leur machin, l'autre. Mais moi, mon lit, c'est la loi. Ça, c'est le fonctionnaire. Après, c'est un métier, comment est-ce qu'on dit, de schizophrène. Parce que moi, j'ai toujours eu le fonctionnaire et puis après l'individu. Et donc, des fois, si tu veux, quasiment à me réfréner, à me dire, non, ça, quand même, je ne vais pas être complice de ça. Je ne vais pas être. Je ne vais pas être complice de ça. Tu vois, je vais trouver un moyen de faire en sorte que je puisse passer par une autre porte. Et le plus haut casse-tête que j'ai, c'est ça. C'est de me dire, non, ça, moralement, je ne suis pas d'accord. Hein, donc, je vais me débrouiller pour que je me trouve dans le cas qui permet légalement de dire, je ne suis pas d'accord. Quitte à créer des choses qui n'existaient pas, mais je les ai créées parce que ça permettait de dire, voilà, monsieur, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais c'est la loi, lui. C'est la loi. D'accord, moi j'étais plutôt sur l'idée que j'entends tout le monde. Deuxièmement, mes constats valent comment on dit, valent preuve jusqu'à preuve du contraire. Faut jusqu'à preuve du contraire. Et donc mes constats sont neutres. Enfin, j'ai fait des constats. Ouais. Ce sont ceux-là. Bon, ben, l'employeur, il peut contester mes constats, quoi. Mais mes constats sont objectifs. Sur l'action, quand tu es en action, tu veux dire, quand tu dis à ton employeur, voilà, je constate ça. Je dis aussi ton employeur. Oui, celui du moment. Mes salariés, mon CE, mes accidents du travail, je comprenais, mais alors ton employeur. C'est dont tu parles, oui, c'est vrai que c'est très possessif, tout ça. Non, ça, c'est dans la logique de l'intervention en tant que telle. Là où tu peux être mis à rude épreuve, moi je trouve, c'est quand tu n'es plus justement dans le code, dans la règle, on peut dire c'est ça la règle, c'est pas autre chose, là, que tu es dans le conflit. Tu vois, je suis intervenu sur des conflits pour faire l'amiable conciliation, parce que là tu peux entendre des choses, des horreurs, c'est pas facile, tu es à la place d'inspecteur 1, d'être inspecteur du travail quand tu es là-dedans. Donc il y a des moments où tu te bouches les oreilles. Mais dans l'action en tant que telle, la neutralité, les constats, ils font foi jusqu'à preuve du contraire dans le PV. Quand tu es devant l'employeur, ou devant le salarié, ou devant le syndicaliste, ou je sais pas qui, tu es quelqu'un qui est crédible, parce que tu es comme spécialisé, généralement tu n'es pas censé dire beaucoup de bêtises, mais on peut toujours discuter, et j'accepte qu'on discute, même si je suis inspecteur, je ne peux pas, comme ça, ou je ne peux pas. Parce que ça fait partie de l'échange normal. De la même façon, j'ai toujours trouvé normal de ne pas dire aux gens, c'est comme ça, mais de leur expliquer le sens et la portée des obligations qu'ils avaient. On peut dire c'est comme ça à cause de ça. On veut qu'un CDD il ait un motif parce qu'on ne veut pas que les gens soient précarisés tout le temps. Voilà. Hein, la limite c'est ça. Vous avez un motif, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas de motif, vous ne pouvez pas le faire. La règle c'est le CDD. Mais expliquez pourquoi. Tu ne peux pas dire c'est le CDD, on va. Et donc quand tu es neutre, c'est pas. Si ton guide c'est la loi, après, la discussion c'est normal. Que les gens contestent, j'ai pu comprendre. Enfin, c'est leur droit de discuter. On n'est pas dans un régime totalitaire, j'espère que ça ne sera jamais. Et donc, je conçois que
l'employeur ou le syndicaliste puisse me dire que je ne suis pas d'accord avec vous, comme ça, j'ai l'argument. Si c'est pour me dire je ne suis pas d'accord avec vous parce que je ne suis pas d'accord avec vous parce que vous êtes un fonctionnaire de la CGT, non, tu veux dire, mais j'essaie qu'on argumente, que j'entende les choses, etc. Et même avant de faire un procès verbal quelconque, c'est un peu le stade ultime, tu dis, il n'y a que ça pour tenir la chose. J'étais un partisan de ce que prévoyait la circulaire déjà de 86, parce que c'était fait après, en 2012 je crois, avec le système d'écrire à la personne auparavant, machin, avec les constats, les sanctions encourues, Bisman. J'aurais pas trouvé le terme, c'était une loi qui m'a imposé. Oui, Bisman. 2012, je crois, de moi. Donc avant, le circulaire disait, vous écrivez aux gens, et au moment où on m'a appris à travailler comme ça, on dit, monsieur, j'envisage le PV à cause de ça, qu'est-ce que vous avez à me dire? Et le type te répondait, si tu te répondais, tu savais s'il avait un bon argument, s'il n'avait pas. S'il n'avait pas un bon argument, je lui démolissais l'argument dans le PV. Voilà. Ça, c'est le jeu normal, et c'est un jeu neutre, que tu puisses dire aux gens, monsieur, voilà, dites-moi ce que vous pensez, moi après je... Et après, ce qui n'était pas être neutre, c'est d'arriver avec un autre guide que celui de la loi, à mon avis. Tu arrives avec ton guide perso, qui est le tien, et pour moi il est légitime, mais tu arrives en te disant, c'est pas normal, c'est pas juste, c'est pas moralement, ma morale à moi, parce que la morale c'est toujours celle des autres, ma morale à moi, c'est pas normal que ce type il soit payé au SMIC alors que machin. Donc je vais dire à son employeur, vous devez le payer le double du SMIC. Sinon je vais vous trouver machin, sinon je vais aller voir vos chefs. Voilà. C'est ça, voilà, c'est ça, pas être neutre. Mais si tu veux, par contre, si tu te dis, c'est la règle, c'est les pays au SMIC, c'est ok, très bien. Et puis, après, le personnage, celui qui n'est pas fonctionnaire, mais ce personnage, ça, je trouve ça, ton but consiste à dire comment je peux faire en sorte de me trouver une règle légale qui permette de dire, il faut augmenter ce type-là. Tu vas chercher la convention collective, voir si par hasard ce qu'on fait, voilà, tu fais tout ce que tu peux pour. Mais c'est ça, mais tu es neutre parce que tu vises à l'application d'une règle légale conventionnelle. La neutralité, pour moi, c'est pas autre chose que ça. Je suis chargé d'appliquer une législation. Après, j'en pense que j'en pense, cette législation-là. C'est pas l'objet de l'ordre du jour. Je te dirai beaucoup de mal de ce que je pense de la législation. Mais voilà. Là, je suis fonctionnaire, je suis à ma place, je suis loyal, c'est une république, je fais ça. Et le truc, c'est ça, ça étonne. Et ce que je faisais beaucoup, c'est parce que des fois, les gens, et pourquoi tu fais ça? Ils me disaient, c'était écrit à la centrale pour dénoncer les insuffisances de la réglementation, je t'en parlais. Tu vois, de dire, j'ai vu ça, sachez qu'il y a un problème de réglementation. Pour quel problème? Je faisais ça, c'est la convention OIT. Et plus d'une fois, on me dit, mais tu fais ça, et pourquoi faire? Je dis, mais c'est la convention OIT, c'est qu'on sache, qu'on note qu'il y a un problème, là, qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà. Parce que ça permettait peut-être un jour de faire avancer la réglementation, et donc à viser à moi, qui est neutre. C'est la loi, c'est la réglementation du moment. Et ça a marché souvent de leur écrire plus haut? Ça, je pense, remplit toutes les choses, tout ce que la centrale doit savoir, tout ce que le ministre doit savoir pour s'apercevoir que tout. Et après, selon la priorité ou pas qu'on a accordé aux choses, on n'a pas fait. Par exemple, moi, je me souviens, par exemple, quand je me suis aperçu, après les gestions sur le travail de nuit, comme j'avais beaucoup de travail de nuit sur un lit, j'ai travaillé comme un malade avec mes contrôleurs. Et il y a un nombre de PV phénoménaux. Et au fur et à mesure qu'on avançait, on apprenait. Et j'ai fini par m'apercevoir, et il y en a une qui m'a sorti à l'audience, ça n'a pas marché, qu'en fait, il n'était pas du tout obligatoire d'inscrire des repos compensateurs pour le travail de nuit dans les fiches de paie. Ils ont mis dans l'annexe. Contrairement aux heures-sup. Les heures-sup, tu devais noter ou mettre en annexe, ou que ça. Alors, c'était très compliqué de prouver qu'on n'avait pas eu de repos compensateur pour le travail de nuit. Alors, j'ai signalé ça à la centrale. J'ai fait un très beau rapport, et vous regardez. Lorsque vous faites des heures sup et que vous avez un repos compensateur, la loi, la réglementation me disait, il faut une FLS qui dit comment vous avez des repos compensateurs. Quand c'est le on ne dit rien. Ce qui fait que les employeurs n'ont rien sur la fiche de paie, parce qu'ils ne se trouvent pas le contrôle. Mais moi, je peux faire le coup ça. Où il est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut que je vienne voir, interroger les gens. Et c'est beaucoup plus fragile la parole des gens. Il faut des occurrences, c'est plus facile. Et donc ça permet de savoir que la centrale est au courant du problème qui est posé. Après, ils n'ont peut-être pas eu forcément l'occasion d'eux, ou ils n'ont pas pensé ça comme priorité ou comme important, au point 2, mais moi, mon travail, c'est qu'ils le sachent. Après, je peux leur dire, tu sais, comme ton procureur, t'envoies ton PV à ton procureur, moi, mon travail, c'est que mon PV soit bon.
Il est bon, il s'est fait montre. Après, lui, c'est sa responsabilité. S'il se plante, moi je dis c'est ta faute, c'est pas la mienne. Si mon ministère ne corrige pas ça, il est fautif. Mais moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Comme je ne suis pas le ministre du Travail, je suis qu'inspecteur.